Ouais. Bonjour tout le monde, on continue, on poursuit la suite du programme du module mécanique des fluides 2, toujours le deuxième chapitre, c'est-à-dire les fluides réels ou la dynamique des fluides réels. Nous avons vu lors de la vidéo passée, lors de la vidéo précédente, la différence entre l'écoulement d'un fluide réel parfait, un fluide réel et un fluide parfait. Pour un fluide réel, à cause de la viscosité qui est non négligeable, la vitesse à la paroi prend la vitesse de la paroi. Dans le cas où des parois fixes, la vitesse est nulle. C'est ce cas-là. À cause des forces de frottement qui provoquent une adhérence des particules du fluide avec la paroi solide. C'est-à-dire, le fluide applique une contrainte tangentielle sur la paroi. En s'éloignant de la paroi, cette contrainte diminue pour permettre à la vitesse de croître pour atteindre son maximum au milieu. À l'approche de l'autre paroi, la vitesse diminue encore à cause de l'augmentation de la contrainte visqueuse. Cependant, pour un fluide parfait, l'effet de la viscosité est négligeable. Par conséquent, nous avons un glissement à la paroi, glissement du fluide à la paroi, c'est-à-dire l'absence de contrainte. Nous avons uniquement la pression statique. Alors, pour écrire l'équation, cette vidéo, comme je viens de le dire, sera consacrée à l'équation de quantité de mouvement, c'est-à-dire l'établissement de l'équation de quantité de mouvement. Les objectifs sont en premier lieu identification des différentes forces agissant sur le volume de contrôle, c'est-à-dire sur la masse fluide. Ces forces sont en premier lieu les forces visqueuses que je viens d'expliquer, c'est-à-dire les contraintes, l'expression des contraintes, les forces de pression et les forces volumiques. Ensuite, nous appliquons la deuxième loi de Newton sur le volume de contrôle pour aboutir aux équations de mouvement pour les fluides réels. Alors la deuxième loi de Newton qui dit que la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement d'un domaine, c'est la même que pour les solides, sauf que nous avons une extension. La dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement est égale à m fois v, donc c'est une grandeur vectorielle, est égale à la somme des forces extérieures appliquées sur cette masse ou sur ce volume. La somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération, qui sera égale à la masse fois l'accélération. Si nous prenons un volume de contrôle, de volume dV, ce volume-là, ou cette masse, sera sous l'action des forces extérieures volumiques et surfaciques. Alors, quelles sont ces forces? Les forces, commençons par les forces de volume. En le cas où le volume de contrôle se trouve sous l'effet de la gravitation uniquement, les forces de volume sont résumées au poids. En gros, fois G fois dV, c'est-à-dire G dm
D'accord, ρ, g, dv. La masse élémentaire est égale à ρ fois dv. Je répète, c'est dans le cas où l'élément de volume se trouve uniquement sous l'effet de son poids, de la gravitation. Parce qu'en général, on peut trouver d'autres champs qui peuvent agir sur un élément de volume. Par exemple, un volume ou un fluide sous l'accélération, sous une accélération, soit accélération angulaire ou linéaire. Dans ce cas, nous avons deux forces. La première, c'est la gravitation, et la deuxième, ce sera la force exercée à cause de l'accélération. Si c'est une accélération angulaire, ce sera tangentielle. Par contre, c'est la force centrifuge. Ou c'est une force accélération linéaire, par exemple, un fluide dans un engin qui a une accélération. Par exemple, un réservoir, le liquide d'un réservoir dans un engin qui a une accélération donnée. Autre champ, par exemple, le champ électromagnétique qui peut être appliqué à un fluide de type métal liquide. C'est un métal liquide qui se trouve dans un champ magnétique. Alors, en plus du poids, nous avons l'effet de champ magnétique comme force de volume. Si les forces de volume se résument uniquement aux forces de gravité, cette force-là, élémentaire appliquée sur un élément de volume dv, ce sera ρg dv. Et sa direction, g, c'est le sens, si z est dirigé vers le haut, z dirigé vers le haut, ce sera moins g fois k, moins g fois k, car g est dirigé vers le bas. Alors pour les forces de surface, nous avons le tenseur des contraintes sigma ij. On schématise sur ce schéma-là ces différentes forces. On les note suivant la surface. Sigma xx, sigma xx, sigma xy et sigma xz. Sigma xz, c'est-à-dire x, c'est suivant la surface perpendiculaire à l'axe OX. La même chose suivant l'autre face, la face opposée. Ensuite, pour la face frontale, elle est perpendiculaire à Z. Par conséquent, sigma Z, Z, normal, sigma ZY tangentiel et sigma ZX tangentiel dans l'autre sens. Enfin, la face suivant l'axe Y, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe Y, nous avons la contrainte normale sigma YY et les contraintes tangentielles suivant X et suivant Z. Ces contraintes sont égales pour les contraintes normales, sigma XX, sigma YY et sigma ZZ, sont la combinaison linéaire de la pression et de la contrainte XX, de la contrainte suivant XX. Cependant, pour le reste, pour les contraintes mixtes, c'est-à-dire tangentielles, nous avons uniquement tau XY,
taux xz, etc. C'est-à-dire les taux ij. Par contre, pour I est égal à J, nous avons la combinaison de la pression et la contrainte. Alors, pour un fluide parfait, ce tenseur est nul. Pour un fluide parfait, ce tenseur est nul. Et les contraintes se résument uniquement en force de pression. Représentant ces différentes forces sur l'élément de volume, c'est de la même manière ou de la même méthode que pour la masse. Donc, suivant la face perpendiculaire à x, nous utilisons le développement en série de Taylor pour exprimer les sigma. Donc, nous avons sigma xx plus d sigma x sur dx sur 2 fois la surface. La surface, c'est dy dz. La surface, c'est dz par dy. D'un côté plus, d'un côté moins, parce que sigma xx, ce sera au milieu, et nous avons l'accroissement delta x sur 2 et moins delta x sur 2. La même chose suivant y et suivant z. Alors, comme je viens de dire, les contraintes sont sigma ij est égal à pi delta ij plus 2 mu epsilon ij. Avec epsilon, c'est le taux de déformation suivant ij. Le sigma ij, c'est le symbole de il est égal à 0. Sigma ij est égal à 1 pour I est égal à J. Et sigma, le symbole de Kronecker, IJ est égal à 0 pour I différent de J. Pour I différent de J. Sigma XX, on trouve P, moins P, le signe moins. Pour retrouver condensé de l'écriture précédente. Alors, on remplace le taux de déformation epsilon ij par leur expression, c'est-à-dire epsilon xx est égal à 2 mu dE sur dx, epsilon x y est égal à du sur dy plus dv sur dx. Avec u, c'est la vitesse ou la composante de la vitesse suivant x, et v, c'est la composante de vitesse suivant y. Donc nous avons les dérivés mixtes, alternance des dérivés. Le taux de déformation epsilon xz, ce sera égal à du sur dz plus dw sur dx. Ainsi de suite. Les contraintes normales seront sigma taux xx, donc du sur dx plus du sur dx, ça donne 2 mu du sur dx. L'autre dv sur dy, 2 dv sur dy fois mu, l'autre des 2 mu dw sur dz. Et il est symétrique, c'est-à-dire, puisque la somme est commutative, par conséquent, donc du sur dy plus dv sur dx, c'est la même chose que dv sur dx plus du sur dy, ainsi de suite. Alors, les forces de surface, ça c'est la contrainte ou le tenseur des contraintes. La force appliquée sur la surface, ce sera sigma ij fois
N dA. Parce qu'on sait que la force est égale la pression fois la surface. Puisqu'elle varie, alors l'intégrale de la pression, c'est la contrainte a une unité de pression fois la surface. On remarque que la direction de la force est perpendiculaire à la surface, normale à la surface. La somme des forces totales, pour appliquer la loi de Newton, est égale la somme des forces volumiques plus la somme des forces de pression plus la somme des forces visqueuses. Éventuellement, d'autres forces peuvent exister. On peut ajouter une force mécanique externe. Donc, nous avons la somme des forces de volume plus la somme des forces de surface. Maintenant, appliquons la deuxième loi de Newton. Donc, D, la dérivée de la quantité de mouvement sur dt, est égale à d sur dt de l'intégrale sur le volume de contrôle de ρ v dv plus l'intégrale sur la surface de contrôle de ρ v fois v dA, avec dA c'est la surface élémentaire. Nous ne pouvons pas, c'est-à-dire n'est pas inclus dans le programme. Équation de transport de Reynolds. De transport de Reynolds. Alors, maintenant, la somme des forces est égale à la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement qui est exprimée pour les fluides par cette relation qui est égale à la masse fois l'accélération. Pour un volume de contrôle ou un volume élémentaire, nous avons dF, c'est-à-dire la force élémentaire. Cette force élémentaire qui est égale à la somme des forces surfaciques plus la somme des forces, ou delta Fs plus delta Fb, c'est-à-dire la force élémentaire surfacique plus la force élémentaire de volume, appliquée sur le volume. Nous détaillons en premier lieu la force surfacique qui est, comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, les forces de pression et les contraintes. Ce sera décomposé suivant les axes X, Y, Z. Pour dFx, ce sera d sigma x sur dx plus d taux yx sur dy plus d taux z sur dz. Parce que nous avons dit que nous avons une force appliquée sur un élément. Par conséquent, nous avons les dérivés, c'est-à-dire une force élémentaire. Fois la surface, ce sera dx, dy, dz, fois la surface qui, dans ce cas-là, c'est dy, dz, et le dx vient du différentiel, parce que dfx, c'est dérivé de sigma fois dx. La même chose, suivant les forces surfaciques, suivant y et suivant z. Et pour les forces de volume, nous prenons le cas où elles se résument uniquement au poids, c'est-à-dire dFb, ce sera dm fois g. Si le repère n'est pas orienté, c'est-à-dire z n'est pas orienté suivant g,
prenons le cas d'un repère incliné. Alors, dfb, ce sera dmjx, dfby, ce sera dmjy, et dfbz, ce sera dmgz, avec dm est égal à ρ dv. Aussi bien ici que dm est égal à ρ dv, c'est la masse élémentaire du volume élémentaire. Remplaçons dans les équations précédentes, c'est-à-dire remplaçons les forces volumiques et les forces surfaciques, est égal à la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement. La dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement, ça donne ρ du sur dt plus u du sur dx plus v du sur dy plus dw du sur dz. Alors pour un solide, ces termes-là sont nuls. Pour un solide, ces termes-là sont nuls parce qu'il n'y a pas de déplacement des particules du solide entre elles. La distance entre les différents points du solide reste constante pendant le mouvement. Cependant, pour un fluide, les particules changent leur position relative, c'est-à-dire la distance entre les molécules ou bien entre les particules change pendant le mouvement. C'est pour cela que nous avons un terme supplémentaire qui vient à cause des dérivées. Parce que la dérivée du sur dt totale, d de n'importe quelle grandeur a par exemple sur dt est égale à la dérivée partielle de a par dt, parce que c'est possible que a dépend de t et a dépend de x et le x dépend du temps. Donc plus dA sur dx fois dx sur dt plus aussi a peut dépendre de y et y dépend du temps. Et enfin, plus dA sur dz fois dz sur dt. dx sur dt n'est autre que la composante u de la vitesse. dy sur dt n'est autre que la composante v de la vitesse. Et enfin, dz sur dt n'est autre que w. Par contre, ici, on trouve le a, ici, c'est le u. La même chose ici, dans la seconde équation suivante. Ça, c'est la projection de l'équation de quantité de mouvement suivant x, suivant y et suivant z. La projection de l'équation de quantité de mouvement. Maintenant, nous remplaçons pour un fluide newtonien, sigma xx est égal à moins p plus 2 mu du sur dx. Sigma yx, plutôt taux yx est égal à du sur dy plus dv sur dx. Taux zx est égal à mu fois du sur dz plus dw sur dx. Ainsi de suite, pour un fluide newtonien, voici les termes.
sigma x égale, sigma y égale, et sigma z égale. Ça, c'est les contraintes normales. Et les contraintes tangentielles, taux xy est égal à taux yx, parce que c'est symétrique, yz, zy, et sigma zx est égal à, plutôt, taux zx est égal à taux xz, qui est égal à mu dw sur dx plus du sur dz. Pour un fluide parfait, comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, sigma xx égale à sigma y égale à sigma z est égal à p. C'est-à-dire, ces termes-là sont nuls à cause de la viscosité qui est négligeable. Puisque la viscosité est négligeable, par conséquent, sigma xx égale à moins p, sigma y égale à moins p, la même chose que sigma zz. Et cette matrice-là sera nulle pour un fluide parfait. Alors, si on remplace sigma xx, taux xy, etc. par leur expression, nous aurons d'un côté la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement qui est égale à la dérivée totale, qui est égale à moins dp sur dx plus rho gx plus mu d de u sur dx2 plus d de u sur dy2 plus d de u sur dz2. Ça, c'est l'équation suivant, c'est-à-dire la projection de l'équation de quantité de mouvement suivant x. La même chose suivant y, au lieu de u, nous aurons v. D'accord? La dérivée par rapport à x, nous avons la dérivée de la pression par rapport à y. Pour gx, nous avons, suivant y, gy. La dérivée de d de u, etc., ce sera d de v. La même chose suivant z. Ces équations de mouvement de Navier-Stokes. De Navier-Stokes. Équation de Navier-Stokes. Ces équations, le premier, donc, Navier a commencé et Stokes a complété par la suite, d'après les travaux de L'Euler auparavant et d'autres, et de Newton bien sûr, qui exprime la conservation de la quantité de mouvement en fonction des forces extérieures appliquées sur un volume. Alors ici est égal à une accélération locale plus une accélération convective. Une accélération convective. Ce qu'on ne trouve pas dans le cas d'un solide, parce que les particules sont fixes entre elles. Accélération locale. Rho fois, c'est l'accélération. Rho fois du sur dt, c'est l'accélération locale. Rho fois la somme, c'est l'accélération convective suivant la direction x. Et pareil, suivant les autres directions. Sous la forme vectorielle, parce que ça c'est la projection, sous la forme vectorielle, ce sera rho dv sur dt, vecteur, plus v scalaire nabla, le tout scalaire v, est égal à gradient de p moins gradient de p, plus mu, le Laplacien de v, plus rho g. La projection de cette équation donne ces trois équations. Alors, dans le cas d'étude des mouvements des fluides, on est appelé à résoudre ces équations qui contient 4 inconnus, à savoir U, V, W, et P, 3 composantes de la vitesse, plus
la pression, à laquelle il faut ajouter l'équation de continuité. Donc 4 inconnus avec 4 équations. Cependant, à cause de la non-linéarité des équations, ces équations sont non linéaires, d'un côté, et la présence de la pression qui n'a pas d'une équation propre de l'autre. Rend à cause de cela, la résolution de ces équations est très difficile, voire même impossible pour le moment, actuellement, dans le cas le plus général. Souvent, on sera amené à trouver des hypothèses afin de supprimer les termes les moins importants. Ici, nous avons l'opérateur gradient en coordonnées dans les différents systèmes de coordonnées, le Laplacien et le gradient en coordonnées cylindriques. Parce que souvent, nous serons amenés à résoudre ces équations dans une conduite cylindrique, comme dans ce cas-là, l'écoulement dans une conduite de ce type-là, il est beaucoup plus simple d'appliquer les équations en coordonnées cylindriques que d'utiliser les coordonnées cartésiennes et d'utiliser par la suite le sinus-cosinus. Certainement, vous avez vu ça en physique. Ces équations en coordonnées cylindriques sont suivant la direction R, suivant la direction θ, et enfin suivant la direction Z. La même chose ici, nous avons les inconnus VR, Vθ et Vz, en plus de la pression. Voici la variable R qui varie suivant le type de la conduite. C'est pour une conduite simple. La direction Z et θ, c'est la rotation. À ces équations de quantité de mouvement ou de mouvement de Navier-Stokes, il s'ajoute l'équation de continuité en coordonnées cylindriques. Avec l'ensemble de ces 4 équations, nous serons obligés de trouver des hypothèses afin de simplifier, en plus des conditions aux limites pour trouver les solutions pour les problèmes posés. Sur ce, je termine cette vidéo. J'espère que vous avez saisi. Et on verra, Inch'Allah, pour les applications de ces équations pour trouver une solution exacte ou analytique de quelques problèmes d'écoulement des fluides réels.